Rosie, I've got to go see Lyle. And I've got to make this trip on my own. I know you understand. I guess so. Look up at the sky, Rosie. The sky is sure full of stars tonight. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynchplaining, le podcast où on décortique la carrière de David Lynch. Cette semaine, nous allons vous parler de une histoire vraie, aussi connue sous le nom de Straight Story. Je suis Sofiane, je suis cool, j'ai toujours été cool. D'habitude, je le dis que pour Twin Peaks, mais j'avais envie de le dire cette semaine. Et avec moi, comme toujours, Dorian. Salut Sofiane. Comment vas-tu? Ça va, tranquille, fait chaud. On n'a pas d'invité. Non, on est en tandem. On est en tandem, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, effectivement. Ça fait depuis quoi, la saison 2 de Twin Peaks ou un truc comme ça? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ça fait longtemps. Donc ça va être un épisode assez spécial, non seulement parce que personne va l'écouter, mais aussi parce qu'on parle du film le plus unique de la carrière de David Lynch, le plus celui qui ressort le plus par rapport à ce que Lynch fait d'habitude, on va le dire comme ça. Son film le plus expérimental, c'est lui qui le dit. Ouais, c'est bizarre qu'ils disent ça d'ailleurs. Ouais. Mais c'est du Lynch, et il aime bien, c'est comme quand il dit que Eraserhead est son film le plus spirituel et il ne développe pas à chaque fois, tu sais, il aime bien balancer des phrases comme ça. Ouais. Dans sa bio, la seule explication qu'il donne à ça, c'est que en gros tout est une expérience. Blablabla. Et donc j'imagine que il est au courant du fait que ça ressemble pas à un film estampillé Lynch nécessairement. C'est vrai. Donc c'est pour ça, quoi. Je pense qu'il faut pas chercher beaucoup plus loin. Autant pour Eraserhead et la spiritualité, il y a peut-être matière à parler et à théoriser. Mais là, je pense que c'est expérimental parce que ça ressemble pas au reste. Donc le film est basé sur l'histoire vraie d'Alvin Straight, qui avait 73 ans et qui a conduit son tracteur de 1966 pendant 390 km à 8 km/h. Tout ça pour retrouver son frère. Ouais. C'est pas un tracteur, c'est une tondeuse. C'est une tracteur-tondeuse, oui. Ok. Ouais. C'est vrai que je vais souvent dire tracteur ou tondeuse, mais les deux vont ensemble. C'est un mini-tracteur, en fait, quoi. Ouais. C'est une grosse tondeuse. C'est une grosse tondeuse. Donc le film a été filmé sur les mêmes routes que Alvin Straight, sur lesquelles Alvin Straight a conduit. Et aussi à noter que ça a été filmé dans l'ordre chronologique. D'accord. C'est-à-dire que tout le film vraiment a été filmé du début à la fin dans l'ordre, ce qui ne se fait très rarement, j'imagine, au cinéma. Je sais pas s'il y a des exemples comme ça de films. J'en ai pas en tête. Ouais, moi non plus, ça me vient pas trop de films qui ont été filmés entièrement de manière chronologique comme ça. Enfin, c'est intéressant. Le film est un peu le bébé de Mary Sweeney. Ouais. Mary Sweeney qui était donc déjà c'était pas la compagne de Lynch, mais si déjà à l'époque. Si. Et c'était donc sa monteuse attitrée, enfin après que Dwayne Dunham. Ouais. Parce que c'était Dwayne Dunham à l'origine dans les Twin Peaks et dans ouais, Lynch voulait que ce soit lui et pas quelqu'un d'autre. Et donc là c'est triste puisque sur toute la période Mary Sweeney, comme tu me le disais juste avant, il avait pas de boulot en fait. Et si on regarde ce qu'il a fait pendant cette période-là, c'est un peu tristou. Il y a 2 épisodes de 7 à la maison, il y a 2 épisodes de Jag. Oh, Jag. Oui. J'avais oublié ce truc. Et ensuite il y a tous les téléfilms du monde qui sont tous plus tristes les uns que les autres. Mais au fait, il fait super chaud, c'est peut-être un des jours les plus chauds de l'année, donc on est un peu au ralenti. On est un peu en sueur. On est un peu en sueur au ralenti. Ouais. Et comme l'épisode risque de pas trop durer longtemps, puisque le film est assez direct, il n'y a pas forcément de théorie à avoir ou de grande analyse à faire. On va répondre à vos questions. On a fait un petit appel sur Facebook et Twitter pour faire un petit Q&A. Et donc à la fin de l'épisode, enfin après qu'on ait parlé du film, on va répondre à vos questions. Vous avez été une petite dizaine de personnes à nous poser des questions. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir toujours.
D'ailleurs, n'hésitez pas, même pour les épisodes normaux, à nous poser des questions. On y répondra toujours. Est-ce que tu savais, parce que j'ai vu dans le générique, que Jack Fisk était le production designer? Eh bien oui. Et c'est le frère de Mary Fisk, donc la première femme de Lynch. Et, oui. Et c'est aussi le mari de Sissy Spacek. Et oui. Qui joue la fille de comment elle s'appelle déjà dans le film? Rose. Voilà. Elle joue Rose, effectivement. Oui, je l'avais noté parce qu'en fait, c'est un film très familial en réalité, parce que toute petite équipe, Jack Fisk au décor, effectivement, qui Lynch l'a choisi parce que c'est un frérot et puis parce que il a l'habitude de trouver des décors pour des espaces un peu vastes et tout, parce qu'il a bossé avec Terrence Malick par exemple. Il a bossé sur There Will Be Blood. Je crois que il bosse pour tous les Malick, hein. Il a fait presque, je crois qu'il a fait tous les Malick. Oui, mais ils viennent de la même école, de toute façon, avec Lynch et Terrence Malick. Donc oui, il a fait There Will Be Blood, et il a été nommé aux Oscars pour The Revenant. Ah, ok. Fisk. Et donc effectivement, oui, il sortait avec, Donc il a encore une bonne carrière, là. Ah oui, Revenant, lui, ça se passe bien. Et on se souvient, on en avait parlé sur l'épisode, d'Eraserhead, que Sissy Spacek avait réuni des fonds pour justement financer Eraserhead. Donc c'est la famille, elle aussi. Surtout connue pour Carrie. Sissy Spacek. Oui. On la voit plus trop, hein. Non, je me demande ce qu'elle devient, tiens. C'est vrai qu'on la voit pas trop. À la musique, on a toujours Angelo, Badalamenti. Ouais. J'aime beaucoup la musique de ce film, un peu country. Oui, voilà, ouais. Très apaisante, très zen, quoi. Ouais, ça change du jazz un peu anxiogène parfois de Twin Peaks, où ça, ouais, c'est le Midwest. C'est le Midwest en musique. Complètement, ouais. Et ça prouve qu'Angelo est capable de faire d'autres trucs, quoi. Oui, voilà. Un peu comme Lynch, il prouve qu'il est capable de faire autre chose. Ouais. C'est le seul film que Lynch n'a pas écrit ou coécrit, parce que le film est coécrit par Mary Sweeney. Est-ce que tu savais que Chris Farley, donc l'acteur de Saturday Night Live, il y a beaucoup de gens qui vont pas trop savoir qui c'est, mais pour le mettre, c'était un des grands noms de la comédie américaine dans les années 90 qui aurait pu avoir une grande carrière et qui est décédé d'une overdose très jeune. Et en gros, il devait jouer un rôle dans le film, mais il est décédé pile poil à ce moment-là. D'accord. Donc c'est étrange de s'imaginer Chris Farley dans ce film. Pas tant que ça, il aurait fait un bon gars du Midwest à un moment ou un autre dans le film, des rencontres. Il devait apparaître avec ses frères, apparemment. Ok. Donc peut-être qu'il vient de ce coin-là. Ouais. C'était peut-être ça le truc, en fait. Ouais. Si vous connaissez pas Chris Farley, je vous conseille de regarder quelques-unes des vidéos de lui sur le site sur le YouTube de SNL. Ils doivent en avoir quelques-unes, pardon. Pour le rôle d'Alvin, apparemment John Hurt, Jack Lemmon et Gregory Peck auraient refusé le rôle. Donc John Hurt qui a joué dans Elephant Man, qui joue le Elephant Man. Alors en fait c'est plus compliqué que ça. Il y a donc Richard Farnsworth qui incarne Alvin Strait, pardon, dans le film. C'est lui à qui on a proposé le rôle en premier et il était d'accord, mais cancer. Et donc il a dit, il s'est excusé auprès de Lynch. Il a dit je vais pas pouvoir mener à bien le projet parce que moi j'ai pas ça, tu vois, pour mes problèmes de santé. C'est ce que moi je dis qu'il a refusé le rôle. Parce qu'il avait vu Blue Velvet et qu'il avait pas aimé les insultes qu'il y avait dans Blue Velvet, la façon dont les dialogues, les fuck, tous ces trucs-là, il avait pas aimé ça. Oui, non, ça c'est vrai aussi. Ah, ok, d'accord. C'est vrai aussi. Ouais. Mais en tout cas, c'est la première personne qui voulait. Il avait un cancer des os, hein, si je me trompe pas. Ouais. Et donc, quand il a fini par dire à Lynch qu'il pouvait pas le faire à cause de ses soucis de santé, Lynch s'est tourné vers John Hurt, qui était un pote à lui. Et John était chaud et donc ils avaient commencé à signer des trucs et ils étaient partis pour le faire avec John Hurt. Mais un jour, Richard a un déj avec son agent à Los Angeles et son agent lui dit t'as l'air d'aller mieux, de te sentir mieux, et lui il dit oui c'est vrai qu'en ce moment je traverse une période où ça va un petit peu mieux. Et son agent lui dit tu voudrais pas quand même tenter de faire le film de Lynch, et Richard lui dit allez oui go. Et il dit qu'il a accepté le rôle vraiment parce que c'est symboliquement très fort et il a énormément d'admiration pour le personnage d'Alvin Strait
Et donc c'est ça qui au final lui a fait peut-être changer d'avis. C'est que malgré ce qui traversait lui, sa maladie qui a vraiment rendu le tournage très très dur, il voulait quand même le faire malgré tout. Donc oui, il y a eu il y a eu des propositions d'autres acteurs entre-temps, etc. Mais c'était lui que Lynch voulait dès le départ, parce qu'il parle du fait que quand il voyait son visage, quand il voyait son regard, il y avait tellement d'émotions dans son regard que c'était le casting parfait à son goût. Richard Farnsworth, qui avait reçu un Oscar du meilleur second rôle et un Golden Globe du meilleur acteur. Donc ça va quand même. Bon, hélas, il se suicidera 1 an après le film, parce qu'il ne pouvait plus supporter la douleur de son cancer. À savoir qu'il avait le même âge qu'Alvin Strait au moment du tournage. Ouais. Donc c'est assez sympa, ça marche bien. Et il a été nommé aux Oscars pour son rôle en tant que meilleur acteur. Donc d'accord. Voilà. Bah oui, ça, enfin, il donne une performance qui est vraiment très très belle. Il est très touchant. Et il joue pas la comédie, ça se voit qu'il est à la fin de son chemin, en fait. Ça se voit aussi dans sa manière de jouer. Ouais. Qui fait son dernier, tout le chemin que Alvin Strait fait, c'est un peu pareil pour lui aussi. C'est son dernier chemin, son dernier film. Ouais, carrément. Il avait dit, bon, c'est pas joyeux, mais il avait dit à Lynch que le jour où il sentirait qu'il était plus maître de son corps et qu'il pouvait plus rien faire, il en finirait. Et ouais, il disait que ouais, le jour où il sent qu'il peut plus rien faire, donc c'est ce qui a eu lieu. Et Lynch en parle comme d'un cow-boy. C'est vraiment un délire de cow-boy de faire ça. Et Lynch a aussi beaucoup de tendresse et d'admiration pour Alvin Strait. C'est ce qui a l'air de lui avoir plu dans le script et tout ça. Et il en parle en disant que Alvin était comme James Dean, mais vieux, parce que c'était un rebelle, et que même si le corps de quelqu'un vieillit, son identité, ce qui fait de lui ce qu'il est, ça change pas. Et donc c'est pour ça que pour lui, même si une personne est très âgée, elle reste quand même un rebelle, elle reste quand même cool, elle reste quand même. C'est pour ça que dans Twin Peaks The Return, beaucoup des personnages n'ont pas forcément changé par rapport à ce qu'ils étaient dans la série. Ouais, c'est vrai. Les Big Ed, les Norma, les Nadine. Et peut-être que Jacoby qui a vraiment changé. Oui. Jerry Horn, mais sinon tous les autres sont restés. James c'est toujours James. Il y a pas de. Ouais. Après ça tient aussi peut-être du fait que Twin Peaks c'est vraiment une petite ville qui a l'air assez isolée, et donc les gens sont un peu en boucle infinie aussi. Il y a 50 000 habitants, mais bon. Ouais, c'est vrai. On envoie. C'est ce qu'ils disent sur le panneau, quoi. C'est ce qu'ils disent sur le panneau. C'était un peu difficile de trouver des informations sur ce film. Il est pas forcément, il y a pas d'énormes histoires sur la production, sur comme on fait d'habitude. Il y a vraiment dans le bouquin Room to Dream, je crois qu'il y a peut-être il y a 2 chapitres comme d'hab pour chaque film. Il y a 2 chapitres, un écrit par sa biographe et un écrit par David Lynch. Les 2 font peut-être 4 pages, quoi. Et il y a vraiment pas grand-chose. Bon, étant donné qu'on n'a pas grand-chose à dire sur la production, on va parler de nous. Donc, Dorian, t'es né où? Écoute, je suis né. Non, ça n'intéresse personne. On va pas faire ça. Moi, ma vie, elle est très intéressante. Ok, ça pourrait intéresser plein de gens. Tu te rappelles la fois où j'ai rencontré David Lynch? Alors, le film. Can I help you, lady? No, you can't help me. No one can help me. I've tried driving with my lights on. I've tried sounding my horn. I scream out the window. I roll the window down and bang on the side of the door and play Public Enemy real loud. I have prayed to St. Francis of Assisi, St. Christopher too. What the heck? I've tried everything a person could do, and still, every week, I plow into at least one deer. I have hit 13 deer in 7 weeks driving down this road, mister. And I have to drive down this road every day, 40 miles back and forth to work. I have to drive to work and I have to drive home. Where do they come from? On a un générique dans les étoiles. Oui.
et qui va revenir aussi à la fin puisque c'est un peu le but pour lui, c'est de rejoindre son frère pour pouvoir regarder les étoiles quand ils étaient petits. Ouais. C'est marrant que le film il démarre comme Dune quand même. C'est vrai. Il y a pas de monologue pour dire. Et il y a pas la tête de Harry Dean Stanton qui vole au milieu de nulle part. Nous sommes en dire... année 1999. Ouais, ça fait 10 ans que je parle plus à mon frère. Les Arconiens. Oui, c'est ça. Un homme va devoir faire la moitié du Midwest en tondeuse pour aller chercher l'épice. C'est pour ça qu'il a des yeux bleus comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc Lynch aime quand même pas mal l'Amérique rurale. Ouais. Bah c'est une lettre d'amour au Midwest. On retrouve beaucoup les suburbs dans son cinéma. Dans Blue Velvet, etc. Ça revient souvent. On trouve la petite ville de Twin Peaks, le côté petite ville. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'on va vraiment dans le côté la campagne, la vraie campagne, ouais. Où la plupart des gens sont des fermiers, enfin voilà quoi. C'est ça bosse là-dedans. Ouais. Et il reviendra pas trop. C'est vraiment la seule fois où il se fait plaisir avec ça quoi. Ouais, non mais quand il en parle, par contre, il est assez dans sa biographie en tout cas, il a tout un, comment dire, c'est pas un monologue puisque c'est déjà lui qui parle à la base, mais en tout cas il a l'air d'être très nostalgique d'une époque, il dit sans OGM, sans énormes fermes qui appartiennent à des grosses corporations, etc. Il est nostalgique des petites fermes familiales. Il dit tu tombais amoureux de la fille du fermier et ensemble vous repreniez le business, la ferme ensemble et tout. Et ça maintenant ça existe plus parce que c'est que des énormes corporations qui ont tout ça et c'est des graines Monsanto et c'est de la merde, ça dure 1 an. Et puis si si les graines elles s'envolent et qu'elles vont dans le champ du petit fermier, le gros fermier il peut lui mettre un procès parce que les graines Monsanto elles sont déposées. Enfin bref, ce film a l'air d'être aussi extrêmement nostalgique parce que pendant le tournage ces petites fermes disparaissaient vraiment les unes après les autres et maintenant ça existe quasiment plus, même si évidemment, et c'est pas, il y a pas personne qui s'occupe des fermes, hein, c'est bien des gens qui les tiennent, mais c'est racheté par des plus gros groupes, et le film a l'air d'être aussi pas mal nostalgique de ça, en plus des personnages qu'on peut trouver dans la campagne, dans l'Amérique rurale. Tu sais que j'ai vécu dans une ferme à une époque. Oui. Ouais, voilà. J'ai donné naissance à plus d'un veau. Oh bah Ouais, je t'avais jamais dit. Non. Si. J'ai fait des vélages, ça s'appelle. D'accord. Voilà. Donc si on tu mets des grands gants et tu mets ta main là où il faut pas mettre ta main. Très bien. Ouais, j'en ai fait plus d'un. Ouais. Pourquoi c'est pas sur ton CV? C'est vrai que je devrais le mettre sur mon CV, tu sais, à côté de mon nombre de followers. J'ai donné naissance à tant de veaux et tu les nommes. Et j'ai tué autant de poulets. Ah, RIP. J'y pense toutes les nuits. Ils me hantent la nuit, j'ai des poulets qui me hantent. Un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu il y a les chiens qui courent dans la rue à un moment, on voit beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Norman Rockwell en fait, un peu. Ah, le film est très le film fait très penser au tableau de Rockwell avec des gens qui ont des vrais visages. Oui. Tu sais, des gens qui pas des visages de cinéma où tout est parfait, voilà. Tout est symétrique. Là, c'est vraiment des vrais visages. Lynch, il sait très bien trouver des mecs comme ça ou des mecs et femmes comme ça. Et c'est vrai que là, il y a ce côté-là. C'est en voyant les chiens courir que j'ai vu ça. Lynch aime aussi beaucoup les pelouses bien tondues. Oui. Voilà. C'est vrai. Et les vieux. J'ai noté qu'il y avait quand même dès le départ, il y a un très beau bouquet de personnes âgées. Et c'est fait avec beaucoup de tendresse. C'est montré avec beaucoup de tendresse. Ça m'a fait penser à ce que Charlotte avait dit dans un épisode, je sais pas si t'étais là. Elle avait dit que Twin Peaks The Return c'était un peu une série sur les vieux. Ouais, elle disait en tout cas que c'était David Lynch qui était vieux, qui parlait de sa sa vieillesse. Et là, c'est la première fois dans son cinéma qu'on voit vraiment des indices à ce qu'on voit plus dans Twin Peaks Return. Le personnage de Carl, par exemple, enfin, il y a beaucoup de personnages où tu sens que la vieillesse les a. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais il y a toujours eu de la tendresse pour les personnes âgées dans Twin Peaks, les premières saisons aussi. Et c'est vrai que là c'est quasiment tout le cast en fait. Peut-être Sissy Spacek est la plus jeune, mais
Ouais, non, et sinon, on voit une jeune autostoppeuse. Voilà, ouais. Mais sinon. Mais elle joue les jeunes. Ouais. Son rôle, c'est les jeunes. Représenter les jeunes. Voilà. Donc Alvin Strait a 73 ans, il est tombé, il arrive pas à se relever. Oui. Et il y a juste une petite phrase que j'ai bien aimée, c'est la voisine, je crois, qui dit What's the number for 911? Oui, exactement. J'ai failli dire 911. Bouge des lettres. Donc il va chez le médecin. Il veut rien faire, ni arrêter de fumer, ni se soigner. Il est assez têtu. C'est un de ces vieux-là qui n'aime pas quand on lui dit quoi faire. Et on rencontre sa fille, qui s'appelle Rose, donc. Ouais. À noter que la fille, elle s'appelle Diane, la vraie fille de Alvin Strait. Et son frère ne s'appelle pas Lyle, il s'appelle Henry. Apparemment, c'est parce que la famille avait demandé, on aime vachement bien le projet, etc., mais on veut pas que nos vrais noms soient utilisés, donc c'est pour ça. Sa fille qui a un défaut d'élocution, et peut-être d'autres choses aussi. Ouais. On n'en sait pas grand-chose. On voit qu'elle souffre à cause de ça parce que ses enfants ont été pris. Ouais, on apprend à un moment du film qu'on lui a retiré ses enfants. Alors qu'on voit pendant tout le film qu'elle est quand même super vive sur plein de trucs. Ouais. Mais que vraiment elle a juste... J'ai une cousine qui est comme ça, qui a un problème d'élocution et sinon il y a aucun autre problème. Ouais. Mais les gens la traitent comme si elle était lente, comme si elle était ceci, cela, parce qu'elle a son problème d'élocution, quoi. Ouais, après c'est pas pour ça qu'on lui a retiré ses enfants. On apprend que c'est parce qu'il y a eu un accident. Il y a eu un accident. Ouais. Tout ça. Mais ouais, sinon on apprend que... Plutôt dans le film, là où on en est à peu près, on apprend que Rose a construit des cabanes à oiseaux. Elle construit des cabanes à oiseaux. C'est très mignon. Donc voilà, on fait un big up à notre oiseau. Oui. Mais rien que symboliquement, c'est joli. Elle construit des foyers, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Des refuges. Et il y a une petite scène où elle est à la fenêtre et elle regarde par la fenêtre et il y a un gamin qui joue avec un ballon. Oui. Là encore du Norman Rockwell, tu vois. Enfin, il y a un côté... l'image parfaite de l'Amérique, un petit peu, juste le petit gamin qui joue avec son ballon. Ouais, il y a un ballon qui passe, le gamin va le chercher, puis on le revoit passer. Ouais, totalement. Donc, Alvin annonce vouloir partir rejoindre son frère, qui a fait un AVC. Ouais. Il va acheter un grabbeur avant. Comment ça s'appelle, un grabbeur? Bah, je sais pas, on dirait une sorte de pince, une pince, de main. Voilà, une pince pour attraper des trucs. Et surtout, il a il négocie avec un mec qui... Allez Alvin, on a besoin de ce grabbeur. Non, tu me le donnes. Mais putain Alvin, s'il te plaît. Non, tu me le donnes. Le film prend vachement son temps. Il est lent, le film, parce que c'est comme être vieux, en fait, quand t'es dans le film, et c'est comme lui, tu avances à la vitesse de son tracteur, quoi. Exactement. Donc vraiment, le film est vraiment très, très lent dans sa manière d'être, mais ça se regarde super bien. Enfin, c'est pas des longueurs pesantes, quoi, tu vois. Non, c'est vrai, il prend son temps et j'ai noté une scène que j'ai trouvée très jolie. La scène où un soir, Rose et Alvin regardent le tonnerre comme s'ils regardaient la télévision. Ah oui. Et c'est très joli comme c'est fait parce qu'ils sont juste éclairés par la lumière qui sort dehors et on voit donc projeté sur leur visage l'eau qui coule sur les vitres et donc évidemment on dirait qu'ils pleurent les deux. Mais c'est le Midwest, donc on montre pas ses émotions. C'est le code de la matrice aussi. Oui, aussi. T'es obligé de péter ça. Non, mais voilà, tu vois, ils montrent pas leurs émotions, mais elles sont projetées sur eux quand même. Et orage, électricité, donc Lynch arrive à placer un petit coup. Aussi, mais elle est pas, c'est pas une tension. Non, ils sont très. C'est une mélancolie plus. Il y a pas de tension dans le film. Il y a pas un moment où. Il y a 3 secondes. Voilà. À la fin. Non, quand il est dans la descente, quand il est dans la descente qui est assez tendue, mais sinon, voilà. Effectivement. Donc il avance telle la tortue de la fable. C'est un peu ça le plus important, c'est pas la vitesse, c'est d'arriver à la destination. Exactement. La musique country d'Angelo qui accompagne Lynch, qui se fait plaisir à filmer tous ces chants pendant tout le film. Il prend un doux plaisir à faire ça, on a l'impression. Et même dans sa manière où il filme, c'est pas la même façon dont il va filmer un Lost Highway, par exemple. Tu vois? Non, du tout. Ça ressemble pas du tout. Non, du tout, parce que le mood est complètement différent. Il y a un côté plus National Geographic dans le film. Totalement. Voilà. Il y a même ces plans où ils survolent les champs de blé font très seconde équipe, très stock presque.
Ça fait presque ce film vous est offert par l'Office du tourisme du Wisconsin. Ah tiens, on a oublié de dire un truc, c'est que le film a été à Cannes, où il a été bien reçu. Le film a été très bien reçu au niveau de la critique. C'est peut-être un des films qui a eu de Lynch qui a eu les meilleures critiques. Je crois que c'est peut-être même le film avec Mulholland Drive qui a eu les meilleures critiques. Et peut-être Elephant Man, on va dire. Voilà, ça doit être ces trois-là. Ouais. Et en gros, même Roger Ebert, qui n'aime pas Lynch, a mis 4 étoiles à ce film-là. Est-ce que sa seule critique c'était « Ah bah voilà !» Non, ça c'est quand il a vu Mulholland Drive. Il a adoré Mulholland Drive et il a fait « Ah, là je comprends ». D'accord. Et ensuite il est revenu, il a re-regardé tous les anciens films de Lynch et il a fait « Maintenant je comprends ». Ok. Donc tu sens quand même, c'était un bon gars, Roger Ebert. Ouais. Et donc ils sont allés à Cannes et le film a été bien reçu et donc Disney a acheté les droits de distribution du film. Et donc le film est produit, pas vraiment produit, mais plus distribué par Disney. Ouais, on voit le premier truc qu'on voit écrit, c'est Walt Disney Studios, voilà. non, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est très étrange. C'est très étrange de te dire, je vais regarder un David Lynch et il y a Disney, quoi. Le film est sur Disney Plus aux États-Unis, mais pas en France. Je l'ai cherché, il était pas, hélas, pas en France. J'espère qu'ils vont le mettre un jour, parce que pourquoi pas. Joli film. Bah oui, c'est un joli film. Puis voilà, ça permet c'est comme Elephant Man, ça peut être une sorte de porte, tu sais, une sorte de... Ouais, regarde ces films un peu plus normaux et ensuite, petit à petit, tu regardes Blue Velvet. Et... Ouais, j'ai presque envie de dire que lui, il est dans sa case à lui parce que même dans Elephant Man, t'as des balbutiements de trucs où tu sens qu'il peut pas s'empêcher de mettre certaines choses. Les plans de l'industrie, les plans de rêve, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment dur si tu sais pas que c'est David Lynch qui l'a fait, il y a vraiment aucun indice. Non, et puis même à part Aritin peut-être. Et puis même la musique d'Angelo ne ressemble pas à ce que Angelo fait d'habitude, donc tu pourrais même pas dire grâce à la musique d'Angelo, j'ai reconnu Lynch. Ouais, c'est peut-être en ça que c'est un film expérimental, c'est un exercice de style en fait. Il a un côté documentaire très bien filmé en fait. Ouais, ou presque téléfilm en fait. On dirait qu'on le suit le suit comme ça. Il s'arrête pour récupérer son chapeau et le tracteur ne veut plus démarrer. Il y a une petite scène où il se retrouve dans un bus rempli de vieilles, ensuite à l'arrière d'un pick-up, puis de nouveau chez lui. Il détruit la tondeuse. On croit qu'il va aller se suicider, mais non, en fait, il détruit la tondeuse. Il s'en rachète une chez Big Ed. Oui. Big Ed, donc Everett McGill, c'était son dernier rôle jusqu'à Twin Peaks The Return. C'est-à-dire qu'il avait pris sa retraite et il est revenu que quand Lynch lui a dit bon mon grand, on a besoin de toi. Et tant mieux parce que c'est toujours un plaisir d'avoir Big Ed dans la série. Ça aurait été triste de pas l'avoir, un peu comme quand on n'a pas eu le shérif Truman. Ouais, ça manque. Un peu dommage. Ça manque. Je voudrais juste parler d'un truc. En regardant le film, ça m'a rappelé quelque chose en fait, l'histoire d'Alvin Strait. Ça m'a rappelé l'histoire de ce bon vieux Werner Herzog. Qui, dans les années 70... Il a fait passer un bateau au-dessus d'une montagne, c'est ça? Alors non, pas ça. Dans les années 70, il apprend, je sais plus exactement quelle année, il apprend que son amie Lotte Eisner est mourante. C'est une écrivaine, critique de cinéma, et elle a cofondé la Cinémathèque française avec Henri Langlois. Elle pèse. Il était à Munich et il apprend qu'elle est mourante. Et donc il décide de faire le trajet Munich-Paris à pied. Comme ça, elle peut pas mourir. Parce que tant qu'il est pas arrivé, la mort de son ami peut pas avoir lieu. Ah, c'est le Werner de Schrödinger. C'est ça en fait. Et donc il a fait tout le trajet à pied. Et il a pris et elle est morte. Un carnet. Non, il l'a rejoint, elle était encore là, heureusement. Bien joué, Werner. Bien joué, merci à toi de nous avoir fait durer Lotte Eisner un peu plus longtemps. Mais il a chroniqué ça dans un bouquin qui s'appelle Off Walking in Ice, qui est très joli. C'est bizarre qu'il en ait pas fait un docu ou un truc comme ça. Ouais, non, peut-être que c'était personnel. La forme, oui, c'était personnel, et puis la forme, c'était lui qui marche en fait. Ouais. Et ce qui documente. Moi, tu me mets Werner Herzog qui marche avec une voix off de Werner Herzog, je regarde, y a pas de problème. Moi, tu me mets la voix off de Werner Herzog sur n'importe quoi, je regarde. Là, ce film avec la voix off de Werner Herzog ajoutée, ça aurait été magnifique, quoi. Ah, ça aurait été. Ah ouais, je sais pas. Et là, Alvin. Parce que c'est vrai que Werner, il a aussi énormément de tendresse pour ce genre d'histoire aussi. C'est vrai. Strosek, par exemple, qui est très joli. Ouais. Parce qu'on aime bien parler de ces films avec
l'autre enflure là, l'allemand, comment il s'appelle? Klaus Kinski, merci. Mais il a aussi des espèces de soit en documentaire, soit en film de fiction, des espèces de petites anomalies ou des petites où il va s'intéresser à un truc et c'est un peu absurde, c'est un peu drôle, c'est très poétique, très joli et il y a pas un Allemand qui hurle. Ouais, Werner, il a un côté Groland. Il s'entendrait vachement bien avec les gars de Groland. Ouais, pas con. C'est pas vrai, con, non, mais non, c'est vrai que. Et sinon, Klaus Kinski me hante aussi la nuit en plus des poulets. Oui, mais il nous hante tous en fait. Lui et H.R. Giger en fait. H.R. Giger aussi. On apprend que la femme d'Alvin est morte en 1981 après avoir accouché 14 fois. 7 enfants ont survécu. Donc je suppose qu'Alvin est catholique. Très 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 possible effectivement. On rencontre une autostoppeuse. Ouais. Voilà. Bah en fait, toute cette petite scène sur la famille, sur ce que représente la famille. C'est ça. En fait, elle fait du stop et elle est pas intéressée qu'il la prenne en stop parce que c'est un vieux et donc il va très lentement et ça l'intéresse pas. Mais quand ces personnes l'a pris en stop et que c'est lui qui a de la bouffe et un feu de camp, là il revient et donc il a cette espèce de discussion avec elle où il lui dit que un toit et des murs, une famille c'est important et c'est mieux que de manger une saucisse avec un vieux qui conduit une tondeuse. C'est ce qu'il lui dit. C'est très joli. Et il lui fait aussi cette petite, il lui parle de cette image de, si tu prends un bout de bois, tu le casses, voilà, c'est très simple à casser, c'est fragile. Si tu mets plein de bouts de bois ensemble et que tu les attaches, c'est beaucoup plus difficile de les casser. Ouais. Et donc elle, quand elle part, elle lui laisse des bouts de bois attachés comme pour lui dire je suis parti rejoindre ma famille et je vais garder ce bébé. Je pense que c'est ça l'image, quoi. Et tout à fait. Alvin, il a un peu tu sais, c'est un peu ce cliché du personnage vieux qui regarde vers l'horizon et qui va te dire exactement ce qu'il faut dire, tu sais. Oui. Qui va te rapprendre. Qui a toute la sagesse du monde. Voilà, qui va tout apprendre sur la vie. Ouais. Il y a une petite scène où ensuite, en reprenant son trajet, il va s'abriter dans une grange un peu déserte. Et c'est marrant parce qu'en fait, la grange, elle a la forme d'une maison, donc, avec cette espèce de couloir vide au milieu, mais qui est fermé sur les côtés. Donc c'est comme s'il y avait... Oui, c'est un truc pour déposer des graines, ou je sais plus comment ça s'appelle, ça. Ah, je sais plus. Ça, il y en a plein aux États-Unis. Ouais, mais vraiment... c'est marrant parce que ça a vraiment la forme d'une maison qui a une traverse, un couloir, ça, ouais. Mais qui est complètement fermé, et rien qu'en termes de symbolique de la famille, ça fait vraiment la famille, elle a un manque, elle a un truc, et lui il vient se mettre pile là où il y a un espace pour lui, et c'est une très jolie image. Il se fume un petit cigare au passage. Ouais. Il fait que ça pendant tout le film. Oui. Parce que vraiment il va chez le médecin, mais bon il a vraiment pris rien de ce qu'on lui a dit de faire. Il y a une scène avec des cyclistes, et là on a la scène la plus lynchienne du film, je trouve. C'est la scène post-accident de la route avec cette femme qui s'est pris une biche dans la tronche. Oui. Et qui dit j'ai demandé à Saint-Nicolas, j'ai demandé à Saint-Machin, mais tu sais, et en fait j'ai regardé. J'ai écouté Public Enemy à fond aussi. Oui, j'aurais dû noter, mais j'avais regardé les saints patrons dont elle parle. Ouais, il y a le voyage et les animaux. Ouais. Donc c'est exactement ce qu'elle fait, quoi. Oui, en fait. oui. Et elle raconte que mes amis, il y a un orage dehors. Ouais. Tellement fort qu'il vient de faire trembler les fenêtres. Et nous, on se regarde genre, on va mourir. Il y a Bob. Ouais, donc voilà, ce moment très lynchien. Oui, c'est vrai qui sort de nulle part. Et beaucoup d'humour à la Twin Peaks, je trouve. Oui. Et c'est marrant parce que donc elle s'en va. Et lui, il poke un peu la carcasse du cerf avec sa canne. Ellipse, il l'a cuisiné. Et surtout, il a réussi à le vider, à le dépecer, à faire tous ces trucs-là, et il a les mains parfaitement propres. Ouais. Ouais, c'est un cartoon ce petit moment. Ce moment était très cartoon parce que ça m'a fait rire. Je me dis normalement, avec un cerf, il te faut un bon couteau, il te faut un bon truc pour. Tu t'en sors pas complètement propre comme ça. Ouais. Et non seulement donc il le mange, et il le mange en étant observé par une famille de cerfs. Oui. Qui sont très mal faits. Donc encore une fois, là en le revoyant en meilleure qualité c'est des que faux je l'avais cerfs, vu, c'est des faux. Pas des faux cerfs, des faux cerfs. Voilà. Et
Mais ils sont marrants parce qu'ils ont vraiment des têtes pas possibles. Et il sent le poids de la culpabilité parce qu'il les regarde et dès qu'il croise le regard d'une des statues, il se retourne très vite, genre ni vu ni connu. Et encore une fois, c'est un peu un symbole de la famille parce il a touché à l'un des siens et il sent le poids de la culpabilité. Mais c'est vrai que cette scène est très jolie. Ça, c'est joli. Comme moi avec les poulets, tu vois, on y revient encore. C'est ça, c'est le fil rouge de cet épisode, c'est ta relation, ma relation avec les poulets. Akab. Tous les poulets sont... all chickens are bad. Alvin roule à fond dans la descente et sa tondeuse lâche parce que c'est les freins, je crois, c'est ça, hein. Ouais. On apprend que ça fait 5 semaines qu'il est sur la route quand même. Il doit être il commence à approcher, mais ouais, elle est très mignonne cette scène où il est accueilli en fait par des gens et ils sont tous là cette fois-ci ils sont tous un peu plus jeunes que lui. Ils ont peut-être 40-50 ans. Ça pourrait être ses enfants. Voilà. Ouais. Ça pourrait être ses enfants. Oui, c'est vrai. Et c'est marrant parce que il lui pose plein de questions. Et dans le lot, il y a une personne âgée. Et tous les jeunes, ils lui posent que des questions sur là où il va. Et il répond qu'aux vieux, ouais, j'avais remarqué. Ouais. Attends. Oui, c'est vrai. Mais les gens plus jeunes que lui lui demandent où il va. Et le gars qui a son âge, il lui demande d'où il vient. Et donc c'est marrant parce que c'est presque comme si genre les jeunes lui disaient mais qu'est-ce que tu fais et le vieux lui disait mais ça va en fait, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'est arrivé. Les jeunes pensent à l'avenir alors que les vieux sont plus sur la réflexion par rapport au passé quoi. Ouais. C'est et ce film c'est pas forcément sur le voyage, bon il y a un côté road trip dans ce film quand il y a un côté Odyssée. Ouais, il y a un côté Odyssée, c'est vachement plus sur rencontrer tous les gens qui vont t'aider dans ton voyage. Ouais. À arriver à destination, c'est pas juste voilà. Bon, ça aurait été un peu à chier si c'était juste un mec qui conduit un tracteur pendant tout le film. Ouais, ça aurait été un film de Bellatar qu'on embrasse. Donc ouais, c'était un peu la scène à suspense du film quand il descend la descente là à fond. Oui. Et d'ailleurs, tiens, est-ce qu'on a dit que si Alvin ne peut pas trop utiliser ses jambes, c'est parce que l'acteur était justement malade. Le vrai Alvin, lui, n'avait pas forcément de problème à ce niveau-là. Ça a été ajouté dans le scénario parce que... Non, tiens, ouais, c'est vrai. En fait, il avait aussi un problème à la hanche, donc ils ont dû lui faire un siège spécial sur le tracteur. Et tu disais que c'était un peu galère au niveau du tournage, le fait qu'il soit malade. Oui, quand ils l'en parlent, c'est vraiment, il souffrait énormément pendant le tournage. J'ai pas plus d'anecdotes que il souffrait vraiment beaucoup et je trouve ça se voit quoi, ça se voit que c'est dur, ça se voit dans son regard où il dit rien mais il a le regard humide et il a le regard tu sens qu'il porte le poids des années. Voilà. Exactement, ouais. Et pour revenir à la scène où on a cette tondeuse inarrêtable qui dévale la pente, il y a aussi un truc en fond, il y a une maison en feu. Oui, parce que on apprend juste après une sorte d'exercice pour les pompiers. Ah ouais. Bah oui, parce qu'ils viennent checker voir si Alvin va bien et tout, parce j'ai vu qu'ils aidaient avec le truc, voilà. Mais j'avais pas Ensuite, vu que c'est bon, on peut retourner à notre exercice, et ils lui disent oui, merci les gars. Et donc ça rajoute là cette fois-ci c'est pas le cabanon en feu, c'est le maison en feu Cinematic Universe. Et bon il est possible qu'il y ait un Tarkovsky qui s'appelle Le Sacrifice où il y a une maison en feu, bon voilà, mais t'as le droit de parler de Tarkovsky, Dorian. Non, mais encore une fois, une maison en feu, donc encore une fois la famille, encore une fois, donc au fil du film, il y a tous les symboles possibles et imaginables pour montrer que la famille est en crise et que tout ce qu'il fait, Alvin, c'est d'aller recoller les morceaux en fait. Voilà, en plus tu me dis voiture qui descend à fond, famille en feu, je pense à Fast and Furious. Ah bah ouais. La famille c'est le plus important. Bah oui. Et la saga Fast and Furious, c'est le meilleur moyen d'apprendre que la famille c'est le plus important. Je suis bien d'accord. Voilà. Tu te souviens quand le gars il est mort par parentalité? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un personnage qui à un moment il disparaît parce que il devient papa. Ben, oui. Donc comme il crée sa propre famille, on n'a plus le droit de le voilà. Il est viré de la première famille. Voilà. Quand est-ce qu'on fait un podcast sur Fast and Furious? Lynch aime vraiment parler de la vieillesse, enfin laisser les vieux parler, tu vois. Oui. Je pense qu'il a dû avoir des vieux sages dans sa vie qui ont dû l'aider comme ça. Ouais, des figures. Oui, parce qu'il y a la scène où donc les deux vieux, Alvin et puis le gars qu'il rencontre dans la famille qui l'accueille là, ils vont ensemble boire une bière
au bar. Alvin, il prend un verre d'eau, ou je sais plus exactement ce qu'il prend, parce qu'il a arrêté de... Non, il prend une bière. Il prend une bière plus tard. Ah, ok. Non, mais il là, dit que ça fait des années qu'il a alcool. Pas... Ok. Et donc, il prend pas une bière. Mais, oui, donc, il parle et il se confie, et il se livre et il parle de leur, quand il servait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, il boit c'est quand il est avec le plus jeune qui dit non, je bois pas. Ensuite, il va boire un verre avec le plus vieux et il parle de la guerre et c'est là qu'il boit. Je suis pas sûr, mais... Je m'en souviens, je l'ai vu hier. Ryan, je l'ai vu hier. Je l'ai noté. En tout cas, il parle de son alcoolisme. Il parle de la guerre et le fait qu'il a tué un des siens aussi. Il a fait un friendly fire. Il a tué un mec parce qu'il était sniper. Et ils allaient chercher un mec qui avait été arrêté, enfin qu'on pensait qui était derrière les lignes ennemies. Et il a vu quelque chose bouger, donc il a tiré dessus. Et le lendemain, on a retrouvé le mec mort. Et donc il a dû porter ça sur sa conscience pendant toutes ces années. C'était peut-être même une des toutes premières fois qu'il en parle, si ça se trouve. Oui. Parce que ça a pas l'air d'être le genre à aller te raconter ça à n'importe qui. Et que comme là, il tombe sur un mec qui était aussi soldat et qui a vu plein de trucs et qui se dit, je le reverrai plus jamais de ma vie. Il peut se permettre d'en parler, tu vois. C'est pas comme en parler à tes proches que tu vas revoir le lendemain, tu vois. C'est plus facile de s'ouvrir avec des inconnus, souvent, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il dit la phrase « It's amazing what you see when you're sitting ». C'est fou ce qu'on voit quand on s'assoit, quand on prend le temps de s'asseoir pour regarder. C'est très Lynch. Et son moteur lâche tout proche de l'arrivée, parce que dans la vraie vie, il n'est pas arrivé au bout. Il a fini par accepter qu'on l'aide et donc on l'a conduit à la toute fin, vraiment sur les derniers kilomètres en plus. Il a été conduit jusqu'à chez son frère. Alors que là, il y a un fermier qui passe et en fait, il se met à suivre le fermier. Ouais. Qui l'aide à arriver à sa destination, en gros. Entre-temps, il s'arrête à un cimetière. Ah ouais? D'un pasteur. Ah oui, ça c'est avant, ouais, c'est juste avant, ouais. Et le symbole non, est... c'est même avant de boire une bière avec le gars, en fait. Il rencontre un curé qui connaît son frère. Ouais. Et c'est là qu'il annonce qu'il veut faire la paix avec son frère pour regarder les étoiles avec lui comme avant. Ouais. Après être arrivé à destination, il voit son frère. Ils sont tous les deux avec des cannes. Ouais. C'est Harry Dean Stanton, c'est vrai qu'on en a pas parlé depuis le début, qui joue le frère. Donc c'est quoi? C'est la 2/3 collaboration? Ouais, ça doit être ça. Oui, 3e. C'est Laure et Lula, Firewalk With Me, et celle-là, ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est la 3e collaboration entre Lynch et Harry Dean. Harry Dean qui avait déjà l'air aussi vieux que dans Twin Peaks The Return. Oui. C'est-à-dire que 20 ans plus tard, il n'a pas vraiment changé. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils ne disent rien pendant un moment. C'est-à-dire que le silence, c'est des gens très pudiques. C'est très masculin comme manière d'être. On va pas dire à ton frère, c'est souvent, enfin, quand t'es dans les milieux pauvres et tout, enfin, par exemple, moi avec mes cousins, bon, j'ai pas de frère, mais moi avec mes cousins, on va pas se dire qu'on s'aime ou on va pas se dire Ouais, ça parle pas beaucoup de ses sentiments. Non, ouais. voilà. Non, mais oui, c'est très très masculin comme manière d'être. C'est le mec, il a quand même traversé tout ça pour ne rien dire à son frère, parce qu'en fait, ses actions parlent plus gros. C'est ça qui marque, c'est que Harry Dean, il lui dit, quoi, t'es venu avec ça? Et c'est tout, c'est la dernière phrase du film, hein, je crois. Et c'est la toute dernière phrase du film, il lui dit, t'es venu avec ça, et en gros, ça lui met presque la larme à l'œil de se dire. Ah, totalement. Et au final, ils ont besoin de rien se dire. Tout est dans le tracteur, en fait. Enfin, tout est dans la tondeuse. C'est vraiment juste, il a juste besoin de regarder la tondeuse et il comprend, quoi. Et ça, c'est très beau parce que on te monte un peu ça comme à la fin, il va voir son frère, ça va être qui son frère et machin. Enfin, tu vois, genre, il va y avoir une grande scène où ils vont se pleurer dans les bras l'un de l'autre et au final, non, il y a rien de tout ça. Tu vois, mais après, oui, de toute façon, on avait tout le film, on le voit très très pudique, Levin. Rien que dans la scène, donc de la pluie sur les carreaux et tout, ou quand il dit je vais partir, je vais aller rejoindre mon frère et tout. À tout moment, il est tout le temps très pudique et il parle pas de ses sentiments. Et là, en fait, la scène elle est parfaite. Elle a pas besoin d'être plus larmoyante, elle a pas besoin de dire plus, il y a pas besoin d'avoir plus de dialogue. Tout se dit par les regards, et ils sont parfaits en fait. Et donc voilà, on termine sur les étoiles. Voilà. Comme on avait commencé.
Et ça parle des Arconiens et tout. Et Exactement. il y a Dune 2 qui commence. Et, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit film sympathique de David Lynch? Eh ben, t'as tout dit. C'est un film tout à fait sympathique. Touchant. David Lynch. Ouais. Oui, très touchant. C'est très bien joué. Tout le monde est parfait. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Sissy Spacek, mais je la trouve très très bien aussi. Oui, elle est c'est un rôle casse-gueule. Hein. Totalement. Ce genre de rôle, c'est souvent casse-gueule, quoi. Et elle est très bien. Ouais, très, très elle bien. est très bien. Ils sont tous très bien, en fait. C'est bien réalisé. Non, vraiment, tout bien écrit. C'est une petite histoire le film fait 2 heures. Il est lent, mais il a pas de longueur. C'est une traversée, une petite odyssée avec différentes rencontres et différents symboles, et puis voilà, quoi. Une petite histoire que tu peux te regarder un dimanche comme ça, tu vois. C'est pas un film prise de tête, c'est pas un Lost Highway où il faut que tu sois concentré pendant tout le film pour essayer de le comprendre, tu vois. C'est vraiment, tu peux te poser devant. Ouais. Et c'est des vignettes, quoi. Mais c'est pas un film pauvre non plus. Non, du tout. Donc, ouais. Je sais pas si je le classerais enfin, tu vois, par exemple, si on faisait un classement des films de Lynch, on le placerait vers le bas. Ouais. Parce que tous les autres sont tellement bons que... Ouais, après, enfin, ça dépend des goûts. On peut le mettre au milieu entre comment dire. S'il y a des films de Lynch qu'on n'aime pas, même s'ils sont bien, mais qu'on n'aime pas nous, on peut le mettre lui entre, parce que moi je l'aime vraiment bien ce film, mais ce sera pas un film préféré. Par exemple, si tu le compares à Elephant Man, qui est son film à Oscar, film académique. Son film académique. Celui-là, qui est son film un peu plus Disney. Ouais. Tu préfères lequel? Parce que c'est les deux films les plus... Ouais, je crois que je préfère Straight Story, en fait. Ouais. Peut-être parce qu'il est moins larmoyant. Elephant Man, il est déprimant aussi. Il est vraiment... Ouais. Moi, je préfère Elephant Man quand même. Ouais, honnêtement, je saurais... Il est plus beau. Ouais, non, c'est vrai. C'est du beau noir et blanc, c'est de la bonne musique. Ouais, c'est vrai. Quand même. Puis les deux acteurs, ils sont vraiment au top, quoi. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on a vu Elephant Man. Ouais. Donc, toi, t'as aimé, t'as passé un bon moment quand même devant... Oui, carrément. Bon, je souffre du mec qui, en ce moment, avec la chaleur, a beaucoup de mal à se poser, à se concentrer sur un seul truc. Donc, j'ai dû le regarder en 2 fois. Mais, ce qui est un peu triste, parce que c'est une straight story, donc c'est censé être regardé d'un coup. Je pense que même Lynch, il aurait vachement préféré que je le regarde d'un coup. Oui. Lynch qui, dans les DVD de ce film, n'a pas mis de chapitre. D'accord. Parce qu'il refuse que les gens sautent des scènes. Il se dit, ça se regarde d'une traite. Ok. Voilà. Oui, donc moi j'ai trouvé exactement tout ce que t'as dit. Franchement, j'ai pas grand chose à ajouter. L'acteur principal est vraiment super bien. Ouais, c'est un très bon film, un très bon petit film sympathique, quoi. Ouais. Est-ce qu'on passe aux questions des gens? J'aimerais bien juste dire un truc que Lynch dit sur ce film-là, qui est que Straight Story, il appelle ça une tranche de vie, une tranche de réalité un peu, et que c'est pas un portrait complet du Midwest, tout comme Dorothy Valence représente pas toutes les femmes, mais ça représente une petite fraction de la réalité, une petite histoire, et voilà. Et puis on n'a même pas parlé du fait que ça s'appelle Straight Story, qui est un gros jeu de mots sur Alvin Strait, sur Alvin Strait, et aussi sur le fait que Lynch fait des films bizarres, et ça va tout droit. Voilà, là ça va tout droit, littéralement. Voilà. C'est vraiment bien joué. Et c'est hétéro. Oui, aussi, c'est très hétéro. C'est un film très hétéro. Très hétéro. Bon allez, on passe aux questions des auditeurs. Allez, c'est parti. We now return to How David Lynch Stole Christmas. Hello, I got you a present. It's a thumb. Don't look away. Let the fear wash over you. I don't understand. That's the whole point. Now, did you leave a plate of black coffee out for me? No. In the future, please leave a plate of black coffee out for me. Also in the past. Alors on a Kimi, ça fait longtemps qu'elle nous suit. L'orage est de retour. J'ai dit Kimi et... Kimi, elle est au-dessus de Bob en termes de puissance. Kimi qui nous demande sur Twitter ce que l'on pense du partenariat entre Netflix et Lynch et si on voudrait un retour de Twin Peaks. Oh. Je t'en prie. Alors, bon, pour ce qui est de partenariat, moi, si on me dit il y a plus de Lynch, je vais pas dire non.
En plus, Lynch a prouvé que malgré son âge, il était encore très en forme. Il l'a prouvé il y a 3 ans. Même You Don't Know Jack, ça prouve qu'il a encore des trucs, quoi. Ouais. Ça me ferait un peu mal au cœur qu'il fasse une nouvelle série. Mm-hmm. Tu vois, pour moi, s'il fait une série, il faut que ce soit Twin Peaks. D'accord. Par contre, s'il veut faire un film avec Laura Dern, Naomi Watts et toute l'équipe, y a pas de problème, hein, je vais tout de suite être pour. Twin Peaks, je veux bien qu'il retourne, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on en parlait souvent avec Charlotte, peut-être même avec Pacom, c'est que si Twin Peaks revient, ça ne va pas être Twin Peaks. Oui. Déjà The Return. Oui. On étire la chose quand on dit que c'est Twin Peaks, hein, parce que c'est plus Lynch, le Lynch Universe que Twin Peaks sans soi. Oui, et puis la fin de The Return amène sur quelque chose de le dernier différent épisode amène un truc où c'est même pas les mêmes personnages. Ouais. Ils ont même pas les mêmes noms. C'est ailleurs. Ils sont même pas ils sont dans un autre monde. Donc je pense que c'est un retour de Twin Peaks, oui, toujours moi. Mais la fin est parfaite, donc ça me dérangerait pas, quoi. S'il y avait pas de nouveau Twin Peaks, ça me dérangerait pas parce que la fin elle est voilà, quoi. Ce sera difficile de faire une aussi bonne fin. Mais on disait ça aussi quand la saison 2 c'est fini, on disait qu'il y aura jamais une aussi bonne fin que le cliffhanger How is Annie. Tu vois, donc moi je suis surpris par ce partenariat avec Netflix, parce que il a l'air d'être vraiment ce qui l'intéresse. Il a l'air d'être dans une période meuble, il a l'air d'être dans une période qui n'est pas une période production cinématographique. Ah non, il est confiné en ce moment, c'est pour ça. Ouais, mais ça doit être non, il ça. fait des meubles il fait des meubles tout le temps en même temps. Non, mais je sais, mais je sais pas, et même You Don't Know Jack, c'était un truc qu'il avait fait il y a 2-3 ans. Il a fait des vidéos sur son compte YouTube, là. Il a fait des nouveaux petits courts-métrages et des petits trucs comme ça. Ok. Dans son style bien particulier. Ouais, qui ressemble à ses peintures récentes. Ouais, c'est vrai. Mais moi, contrairement à toi, je serais ouvert en fait à n'importe quoi. Parce que il a fait quelque chose que j'aime vraiment beaucoup déjà, tu vois, par ses films, par Twin Peaks The Return, au pire je dirais c'est sympa, mais ça me parle pas, donc je suis comme toi, peu importe ce qu'il produit, je prends, je suis intéressé de voir, mais moi je serais pas ennuyé qu'il fasse une série qui soit pas Twin Peaks, et même s'il continue Twin Peaks en reprenant là où il s'est arrêté, ce serait très dur de faire un truc qui s'appelle Twin Peaks, qui est Twin Peaks. Et puis en plus on n'aurait pas Albert, enfin tu t'enlèves tous les personnages qui sont décédés depuis, ça fait encore donc c'est pour ça que déjà The Return, on avait déjà perdu Frank Silva, Jack Nance, Catherine Coulson, enfin tu les nommes voilà. Depuis The Return, on a perdu Norma, on a perdu Albert, on a perdu du monde depuis, donc c'est vrai que y retourner, même pour lui, ça doit être déprimant, quoi. Enfin, j'imagine. Ouais, je pense qu'il n'y a pas à retourner là où Twin Peaks s'est déjà allé. S'il y a une suite à Twin Peaks, ce sera le même univers. J'aimerais bien un film, moi, personnellement. Ouais. J'aimerais bien ça. Il a pas fait de film depuis Inland Empire, quand même. Ouais, c'est vrai. Ça fait 15 ans. Ouais, c'est ça, ouais. À peu près. Ouais. 15 ans sans faire de film. Bon, pour lui, si tu lui demandes, il va dire, bah non, j'ai fait Twin Peaks The Return, c'est un film. Oui. Mais bon, on va pas se lancer là-dedans. Elle voudrait aussi savoir, Kimi, ce qu'on pense d'Inland Empire, et si ça vaut le coup. Alors, Kimi. On est désolé. On est désolé, mais c'est le seul film de Lynch qu'on a jamais vu. Voilà. Qu'on n'a pas encore vu. Et à chaque fois, que je me disais que j'allais le voir, je me suis dit, non, je vais attendre pour le podcast. Parce qu'il y a eu plein de fois où je me suis dit, allez, je me lance Inland Empire, allez. Et puis, à chaque fois, je me suis dit, non, je vais attendre pour le podcast. J'espère qu'on aura des invités sympas qui connaissent bien le film, parce que nous, on sera un peu noob. Ce sera notre première. On sera un peu noobie, quoi. Ouais. Donc, ça va être très dur de te conseiller quoi que ce soit. Je vais juste te dire, si ça vaut le coup, je vais te dire que tous les films de Lynch à leur façon valent le coup, même sans avoir vu le film, je peux te dire que c'est filmé en numérique, il y a une Laura Dern complètement tarée, enfin, de ce que je sais du film, moi, j'ai envie de le voir, tu vois. Ouais. Donc, je peux te dire, regarde-le. Peut-être attends qu'on fasse un épisode dessus, comme ça tu feras les deux en même temps. Et ouais, ça se sentira très vite à l'ambiance du podcast si on a détesté. Hein. Je pense que
Mais ouais, non, oui, effectivement, Pour je recommande aussi. Ça a l'air d'être on- une expérience assez. Pour l'instant, on a rien détesté, si ce n'est la deuxième partie de la saison 2 de Twin Peaks. En dehors de ça, on a été très... Il n'y a jamais eu un film ou quoi que ce soit où on n'a pas vu les qualités et les défauts. Ouais. C'est vrai. Ça avance, on est bien sorti. On a Little Lebowski qui voudrait savoir ce que l'on pense de l'art de Lynch en général, peinture et photo. Qu'est-ce qu'on en pense? Ces photos, je suis pas un grand fan. J'ai son livre là dédicacé que j'avais fait dédicacer Ouais. il y a 2-3 ans. Son livre de photos. Son de nu. livre de photos de nu. Et Mhm. elles sont sympas, mais c'est pas non plus. Ouais. J'ai pas. Après, j'ai pas vu grand chose d'autre niveau photo de ce que Lynch a fait. Par contre, j'aime bien ces tableaux. Ils sont tellement, ils mettent mal à l'aise. Il y a un truc. Ouais. Ouais, ils sont, moi pareil, en fait, ces photos me renversent pas, mais ces peintures, ces sculptures, me plaisent beaucoup dans leur ton. On retrouve évidemment l'espèce de clash des tons qu'on retrouve dans ces films des fois. Donc il y a un côté très humour très particulier. Et puis il y a des pièces qui sont juste belles, même si elles sont très sombres, noir et blanc. On dirait que ça a été peint sur de l'acier, ou je connais pas exactement ces techniques. Bah, il fait de la litho, mais Ouais, il vient à Idem juste pour faire ça juste à côté de chez moi. Là. Donc ouais, moi pareil que toi, ces photos me font pas grand chose. C'est joli, mais ça me touche pas particulièrement. Par contre, j'adorerais avoir un tableau David Lynch chez moi, quoi. Ouais. Enfin, faudrait que je change toute la déco pour ça et avec. C'est vrai que ouais. J'en ai vu un à Idem justement. Ouais. Qui était super sympa. Et où est-ce que j'en ai vu d'autres? J'ai l'impression que j'en ai vu d'autres des tableaux de Lynch. Ils ont vraiment toujours à peu près le même style, toujours un petit texte qui raconte ce qui est écrit un peu d'une manière enfantine. Ouais. Souvent un personnage qui ressemble à, tu sais, les personnages de Stick là, un peu dans ce style-là, qui fait un truc genre je suis en train de mettre le feu à ta maison, et le texte est en train de marquer ça, quoi. Oui, c'est ça. Et j'aime bien. Mon préféré s'appelle I'm throwing pine cones at your house. I'm burning a pine cone, throw it at your house. Je savais que c'était ça. Ouais, c'est mon préféré. Et j'encourage quiconque est curieux et se sente d'investir dedans, d'acheter le livre des peintures de David Lynch qui s'appelle Someone is in my house, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je l'ai, il est très beau et les reproductions sont très belles. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous avez 40 balles, je crois, un truc comme ça, peut-être 50, ça vaut vraiment le coup. C'est un très beau livre d'art. Donc oui, moi j'aime beaucoup ces peintures en tout cas. Ouais. Little Lebowski voudrait aussi savoir ce qu'on fait dans la vie. Eh ben, je te laisse commencer parce que moi je fais rien. Eh bien moi je fais du design graphique et la direction artistique visuelle, et je vais avoir mon diplôme, mon master de design graphique et typographie dans un mois. C'est sûr? Bah si je me loupe pas complètement sur mon projet de diplôme sur lequel je bosse dur actuellement, normalement ça devrait le faire. Et ensuite, c'est parti, on va bosser. C'est lui qui fait les super beaux visuels que vous pouvez voir pour chaque épisode. C'est gentil. Donc, oui, je suis le. J'ai un très beau, poster derrière moi d'un truc que Dorian a fait aussi, du logo de Lynch Planning, tout simplement. Ouais, j'ai repris le tout premier visuel que j'avais fait pour le podcast et j'en avais fait un poster avec plus de petits dessins de gribouillis et tout pour en faire un. Il est au-dessus de mon mini-bar et ça rend très bien. Une vraie affiche. Un jour ce sera en vente. Je sais que c'est Charlotte qui est jalouse de ce poster et qui aimerait bien en avoir un. Donc ça fait longtemps. M'engueule parce que j'ai pas fait. J'avais réécouté des vieux épisodes du podcast et je crois dans le premier où Charlotte vient, on parle déjà de faire faudrait qu'on fasse un truc pour vendre des posters et des trucs. Ouais. Ça c'est ton problème, hein. C'est pas vraiment. C'est toi qui prends l'argent en plus, donc c'est pas vraiment. Ça, on en parlera. Mais oui, le jour où ce sera un jour en vente, et le jour où ça le sera, vous serez évidemment tous au courant. Et moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je bossais pour la télé, dans la télé, pas dedans, pour la télé. Je me disais, c'est pas toi qui fais toute la télé quand même. C'est pas moi qui fais toute la télé. Okay. Et en ce moment, j'ai plus de boulot. Donc, si vous avez un travail pour moi, si vous aimez bien ma voix, par exemple, bonjour. Je suis capable de faire de très bonnes imitations de Claude François. Je me lève.
Et je te bouscule. Donc voilà, si vous voulez me recruter, envoyez-moi un message à @lefrenchaccent sur Twitter. Voilà. Yes. Tu parles très bien de pop culture et de plein de choses. Filez-lui un taf, c'est un mec qui bosse dur. Ouais. C'est-à-dire que je suis dur à chaque fois que je bosse. On était très bien, là, on allait était bien. trouver un boulot. On parlait bien, on partait bien, là. Alors, on a Trust No One. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un nom comme ça. Trust No One, ça fait très début 2000. Ça fait très EP de néo-metal. Ouais. Et on t'embrasse, Trust No One. On t'embrasse. Qui nous pose des questions sur Mulholland Drive, mais qu'on répondra à tout ça à la rentrée, parce qu'on fait un épisode sur le sujet. Donc, Yep. donc notre épisode sur Mulholland Drive, ce sera entre mi-septembre et fin septembre, dans ces eaux-là, on va dire. Yes. Et Un peu de patience, on répondra à toutes vos ouais, questions sur le film. on va essayer d'avoir des invités sympas. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des questions sur le film, qui oui, n'hésitent pas à les envoyer. N'hésitez pas, si vous avez des théories et des trucs comme ça. Ouais. On en parlera dans l'épisode susnommé. Je déteste ce mot. En parlant de théorie, Trust No One nous demande pourquoi Mr. C veut à tout prix retrouver Judy. Pour lui péter sa gueule. Alors, est-ce qu'il veut, comme beaucoup d'hommes, retourner de là où il est venu? Ok, c'est une sorte de comment on appelle ça? In the womb. J'arrive pas. Oui. J'arrive pas à trouver le mot en français. Est-ce qu'il veut tout simplement retrouver maman, parce qu'en plus on l'appelle Mother par moment dans la série. Elle a enfanté Bob, de ce qu'on peut comprendre, et Bob est en lui, donc forcément il a peut-être envie. Mais je crois qu'il ne sait pas exactement ce qu'est Judy, puisqu'il pose la question à Philip Jeffries, si je me rappelle bien. Et je me demande, s'il veut pas, si lui, son but dans la vie, ce serait pas de remplacer Judy, en fait, de devenir lui-même un peu comme Dark Vador qui veut remplacer l'empereur. J'allais dire, à mon avis, il cherche la unlimited power. Ouais, c'est ça. Il veut, à mon avis, il veut, je pense, dominer le monde du mal et il cherche cette entité dont il a pas assez d'exemples parce que l'autre, il veut pas parler de Judy. C'est lui qui avait fait une boîte pour coincer Cooper, mais aussi pour choper Judy. Je pense qu'il voulait faire Two Birds One Stone, lui aussi. C'est la boîte de verre qu'on voit à New York. Ouais. C'était d'abord pour choper Cooper. Ouais. Puis ensuite pour choper Judy. Il a réussi dans aucun des deux. Ouais. Pourtant, belle boîte. Belle boîte. Elle est très stylée. Super facture, vraiment. Le mec, il s'y connaît en termes de boîte de verre, mais ça. Oui. C'est le logo des vieux épisodes d'ailleurs. Ouais. Qui était mon fond d'écran pendant une bonne année, solide année. C'était sympa. Bah, en ce moment, fond d'écran, j'ai Laura que tu as fait dans Firewalk With Me. C'est ça mon fond d'écran. Et le fond d'écran de mon téléphone aussi. Voilà. Je suis directeur number one fan de la technologie. Mais vraiment, si tu cherches ton fan numéro 1, t'as pas besoin de chercher bien loin. Chaque fois, je suis là avec, tu sais, le grand doigt comme ça, là. Ouais. Vas-y, Dorian. Très gentil. Donc, autre question sur The Return, toujours de Trust No One. Qu'est-ce qui possède Sarah depuis son enfance? Et sait-elle que Leland est possédé? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. C'est un sujet dont on revient souvent sur la culpabilité de Sarah. Est-ce qu'elle est aussi coupable que, bon, pas aussi coupable que Leland, mais est-ce qu'elle a participé? Est-ce que d'elle-même, elle le savait au fond d'elle? Ouais. Parce que Sarah, en plus, elle est connectée un peu à la Black Lodge. Elle a des visions, elle voit Bob, elle parle à travers, même dans le dernier épisode, il y a le man from another place qui parle à travers elle, et qui dit je suis avec Cooper dans la Black Lodge. Ouais. Donc Sarah a toujours, dès le premier épisode, puisque elle a sa vision dès le premier épisode, elle a toujours eu un pied dans ce monde-là. On sait pas, en dehors du bouquin de Frost, on n'a jamais la confirmation dans la série que la gamine qui avale la bestiole dans la partie 8, c'est bien Sarah Palmer. C'est juste confirmé par le bouquin et aussi parce que les fans ont décidé que c'était Sarah Palmer. Ouais. Mais j'ai l'impression, il y a un autre truc avec Sarah Palmer. Tu te rappelles quand elle se fait le trucker là, quand elle tue le mec dans le bar. Elle ouvre le visage. Elle ouvre le visage, on voit une main. Ouais. C'est la main de Laura qu'on voit dans Firewalk With Me. Ah, d'accord. Et son doigt, donc le doigt spirituel, est noir. D'accord. Et ensuite, on voit le sourire de Laura. Oui. Et j'ai l'impression que comme Bob est avec le doppelganger de Cooper, Sarah est avec le doppelganger de Laura. D'accord.
Ouais, c'est possible. C'est une des théories que j'ai, moi. Ouais, en c'est tout cas. possible. Bon, il y en a tellement qu'on pourrait avoir. Moi, j'aime bien la théorie. Alors, je sais pas si elle lui appartient ou s'il il en parle juste dans ses essais, mais ce que raconte Pacom, en fait, à propos du duo Leland toujours en train de et, citer Pacom. bah, il a écrit il dit pas que des conneries dessus, donc voilà. On l'embrasse d'ailleurs. Ouais, on fait un bisou Pacom. Quand il parle du fait que Leland, c'est un peu le mal, M-A-L, actif de la série, puisque c'est Bob, et c'est lui qui fait du mal, alors que Sarah, elle est passive, et c'est un peu les rôles de Bob et de Judy. Bah, Judy, elle est pas forcément que passive. Ouais, c'est vrai qu'elle attaque, elle donne naissance à Bob, elle envoie toutes les bestioles, elle envoie les Woodsmen, elle envoie... Mais en tout cas, c'est vrai que t'as dit un truc intéressant où peut-être que elle est, elle aussi, Sarah, passerelle entre les mondes. Ouais. Comme les Tremont, c'est ça? J'ai plus l'impression que c'est le lieutenant de Judy plutôt que quelqu'un qui est possédé par Judy à 100%, tu vois. Qu'elle bosse pour Judy sans le savoir, hein. Ouais, oui, parce que quand t'es, ouais, c'est marrant parce que ça mettrait en opposition être possédé et être lieutenant 2, alors que Leland, on en a parlé, il est possédé, mais il est quand même complice. Il est aussi lieutenant. Alors que Sarah, elle a l'air d'être peut-être de plus subir les moments où tout d'un coup, elle est passerelle. Elle est complètement paumée, Sarah, à la fin, dans la saison. Ou dans Firewalk With Me, quand elle dit, alors, ça recommence, j'ai encore mes absences ou je sais pas exactement quoi, ou elle voit le cheval aussi. It is happening again. Ouais. Exactement. C'est très dur de mettre la main sur le cheval, la dernière image de la partie 8 de Twin Peaks The Return, c'est la fille en train de dormir, tu sais, il y a le générique qui passe. Ouais. Mais juste avant, il y a le Woodsman qui quitte la station de radio et qui part, et on entend le bruit du cheval blanc. Ouais. Juste avant de voir Sarah Palmer jeune. Ouais. Donc encore une fois, il y a une connexion entre le cheval et Sarah Palmer dans le truc, quoi. Totalement. Quand t'as dit cheval, j'ai cru que t'allais me parler d'encore une anecdote à la ferme, mais en fait non. Non. Imul. Comment il va? On a vraiment J'ai chopé pas mal de films grâce à toi, il y a bien 15 piges. On a des bons noms de début 2000. Qui nous demandent notre avis sur les courts-métrages web de Lynch dans les années 2000. Poula, alors je sais. Comment ça s'appelait, Dumbland? Ah! Oh la vache, Dumbland. Et les Rabbids aussi. Ouais, alors moi je connais pas assez pour en parler. Moi ça fait longtemps. Ouais, pareil. Dumbland, je vais pas dire je déteste, mais ça me parle pas du tout. Dumbland, on dirait South Park en encore plus con et en encore moins bien dessiné. Voilà. Donc ouais, les courts-métrages web de Lynch, ça fait super longtemps, mais un de ces quatre, on s'y penchera. Hein. C'est le genre de truc, les courts-métrages de Lynch ou ces trucs-là, on fera un épisode là-dessus. Je sais pas qui ça va intéresser, mais on n'aura pas d'invité très certainement. Alors ensuite, on a un long message que je t'ai fait lire tout à l'heure. Ouais. De Quentin, qui est avocat et qui nous dit que parfois il défend des cas de pédophilie et d'agression sexuelle. Donc ça le fait souvent penser à Twin Peaks. Son travail lui fait souvent penser à Twin Peaks. Et il voudrait savoir ce qu'on pense de la pédophilie dans l'œuvre de Lynch, surtout en rapport avec les accusations de Michael J. Anderson. Alors pour les gens qui n'étaient pas là, on en a parlé premier épisode du podcast ou un truc comme ça. C'est possible. Ouais, on en a parlé il y a super longtemps. Ouais. Michael J. Anderson, c'est l'acteur qui joue The Man from Another Place, le nain habillé en rouge qui claque des doigts. C'est comme ça. Oui. C'est ce qui est sur sa tombe. Et Michael J. Anderson était allé sur Facebook pour dire que David Lynch aurait violé sa fille Jennifer et que en fait toute l'histoire de Twin Peaks c'est lui qui fait sa confession. Il aurait tué Jack Nance et il aurait poussé Michael J. Anderson au suicide, ce qu'il n'a pas fait. Donc Michael Anderson, ça a l'air d'être quelqu'un d'un peu dérangé, hein, autant le dire. Moi, je me rappelle avoir lu les messages sur Facebook à cette époque-là. Maintenant, les messages n'existent plus, ils ont tous été supprimés. Okay. Et ça n'avait ni queue ni tête. Hein. Tu sentais que c'était quelqu'un qui était en pleine crise psychotique et qui disait n'importe quoi. Hein. Mais vraiment. Et il partait dans tous les sens. Donc faut vraiment pas mettre faut vraiment pas mettre il y a pas de vérité dans tout ça, en fait. Ça se sent. Jennifer Lynch, de ce que je vois, moi je la suis sur Instagram, sur Twitter, elle poste des photos avec papa, etc. Ils ont l'air d'avoir une très bonne relation. J'ai pas l'impression que c'est Leland et Laura Palmer, quoi. Ouais. Ouais, et puis tuer Jack Nance,
franchement. Ouais, Jack Nance, il a une vie assez. Il a pas besoin de Lynch pour faire des conneries. Hein. Ouais. Enfin, tout ça, c'est vraiment. Et donc, il voulait aussi savoir un truc. Il disait que pour lui, pour Quentin, la pédophilie est un truc qui revient souvent dans la carrière de Lynch. Et moi, personnellement, à part Twin Peaks, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui revient. L'agression sexuelle, oui. Ah oui. Ça, y a pas. La violence. Voilà, le viol, tout ça. Oui, la ça. violence faite aux femmes de manière générale. C'est Laura dans Blue Velvet. Quasiment toutes ses œuvres. Voilà. En fait. Alors que. À part peut-être Street Story. Alors que la pédophilie, de ce que je me souviens, parce que bon, encore on n'a pas vu Inland Empire, donc si ça se trouve c'est dans Inland Empire, on sait pas. De tout ce qu'on a vu. De tout ce qu'on a vu, j'ai pas l'impression que ce soit le sujet principal. Non. C'est le sujet principal de Twin Peaks. Hein. C'est un des sujets principaux de Twin Peaks. Ouais. Et Pacom pourrait partir dans une très longue volée lyrique là-dessus. Il avait beaucoup de choses à dire justement dans notre épisode sur Firewalk With Me. Il avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais nous, je pense pas que tout ça c'est des conneries quoi. Faut arrêter. Ouais. Je pense que honnêtement, en tant que podcast, on n'a pas peur de parler d'acteurs, de gens qui ont participé aux diverses œuvres dont on parle, qui ont des affaires dégueu dans leur passif quoi. Enfin, on moi, en a parlé. Je parle. J'ai un podcast sur les Marvel et les DC. Ouais. Je me suis tapé 6 films de Bryan Singer. Ouais. Tu vois? 6 films, non, je dis 6, mais j'en ai fait au moins 5, je crois, facile, de Bryan Singer. Et à chaque fois, on est obligé de dire, n'oublions pas qu'il est pédophile, hein. Ce connard de Bryan Singer, à chaque fois, on dit ça. Et voilà, on est obligé parfois, non, c'est important. C'est important, voilà. C'est important parce que il appartient à chacun de vouloir séparer l'œuvre de l'artiste, mais il faut quand même mettre dans le débat, dans la discussion, ce genre de choses-là. Et si jamais on venait à apprendre des choses sur Lynch, on en parlerait, on l'adresserait. Bien sûr. Mais qu'on là, c'est apprenne autre chose que des posts sur Facebook d'un mec qui a l'air complètement paumé, Et qui, en plus de ça, tout le délire avec Jack Nance et tout, qui a pas vraiment de sens. Ils étaient potes jusqu'à la fin avec Jack Nance. Et voilà pourquoi il s'est fait remplacer par un arbre. Voilà. Qui a la voix de Björk, comme je le dis. Alors que pas vraiment, mais dans ma tête, si. Et il fait... Donc ouais, je pense pas que, honnêtement, en tout cas en ce qui me concerne et de ce que j'ai vu, je pense pas que la pédophilie soit un fil rouge dans les thèmes et dans la carrière de Lynch. Non. Mais la violence faite aux femmes est certainement le thème qui revient le plus. Ouais, la violence faite aux femmes, mais c'est aussi pour montrer la folie des hommes aussi. Oui. Souvent c'est un peu ça. Parce que c'est pas montré de manière, c'est pas glamourisé. C'est pas la sensation que j'en ai en tout cas. Non. Donc voilà, j'espère qu'on a un peu répondu à tes interrogations, Quentin. Là, j'ai une question que j'ai vachement bien aimée de Pascal sur Facebook qui nous parle du style Lynch, souvent cité ou copié par les étudiants cinéma. Mais pour autant, y a-t-il des réalisateurs confirmés qui sont inspirés par Lynch? Oh. Bon, moi, j'ai fait une petite liste. Ok. J'avais Léos Carax. Léos Carax de Holy Motors. Ok. Tu as pas vu? Non. Ah, t'aimerais bien, je pense. Tu me l'as déjà dit et je l'ai pas encore vu. Non, sérieux, t'aimerais bien. Sinon, il y a Charlie Kaufman qui me vient à l'idée, les Eternal Sunshine, tous les trucs dans les rêves, tout ça. J'ai l'impression que Charlie Kaufman est vachement... Tu vois, Cinecdoc New York. Cinecdoc New York. J'arrive jamais à le dire. C'est con, c'est toi qui l'aime entre nous deux. Too many characters. Et j'arrive jamais à le dire. Ouais. Il y a lui qui me vient à l'esprit, Charlie Kaufman. Est-ce que t'as vu The Naked Lunch de Cronenberg? Non, mais j'en ai entendu parler. C'est ça qui me vient à l'esprit aussi. C'est que des films que je vous conseille. Donnie Darko de Richard Kelly. Me vient à l'esprit étant un film super lynchien. Oui, c'est vrai. Ouais. Totalement, oui, c'est vrai. Donc voilà, moi il y a ceux-là qui me sont venus à l'esprit là comme ça. C'était un peu difficile à trouver. Hein. Je vais pas mentir, je me suis bien creusé le cerveau. Moi, je rajouterais peut-être le Woody Allen. Évidemment, non, pas du tout. Roman Polanski. Laisse-moi parler. Arrête de parler de pédophile. C'est Quentin, il m'a mis dans l'ambiance. En parlant de Quentin, je dirais Quentin Dupieux. Ah oui. Oui. Dans ces moments peut-être pas nécessairement drôles, mais il y a une certaine absurdité qui est très Buñuel évidemment. Ça, c'est marqué partout sur les murs à chaque fois qu'il fait un film. Mais il y a aussi peut-être un peu de Lynch. Les scènes où il pleut en intérieur pour aucune raison, des trucs un peu inexpliqués.
Enfin, en fait, peut-être que plus que inspiré. Enfin, c'est faux. Non, il est inspiré. J'allais dire, il est plus inspiré par le surréalisme en tant que mouvement que peut-être par Lynch. Mais non, il est inspiré par Lynch. On a le personnage, l'acteur qui joue Leland, dont j'ai un gros trou de mémoire. Ray Wise joue dans Wrong Cops, où il joue un flic. Quentin Dupieux, qui est le frère de l'oiseau. Oui, bah oui. Voilà. Donc tout est lié en Tout réalité. est lié, Donc ouais. il ne peut pas ne pas être inspiré. Et ouais, je pense qu'il y a pas mal de réals qui ont, comme dans les séries, il y a beaucoup de séries qui sont des enfants justement, de Twin Peaks. juste après, j'avais les séries, parce que Ouais, je bah sais ouais. qu'il a posé il nous a juste demandé les réalisateurs, mais j'étais obligé de me dire, quand même, Oui, il y a quels les sont séries. les enfants culturels. Récemment, il paraît qu'il y a Dark. Ah ouais. Le truc dont tout le Pas monde vu. parle et arrête pas de dire Ok. que c'est comme Twin Peaks. D'accord, ok. Voilà. Mais Ok, bon, ok. moi, la dernière fois qu'on m'a dit que c'était comme Twin Peaks, c'était pour Riverdale, et donc je peux vous dire Aïe. d'aller vous faire foutre, les gens. Je crois que t'as pris feu immédiatement, non? Voilà. Tu connais Carnival? Avec Michael J. Anderson, justement, qui avait un Non. très bon rôle. D'accord. Et ça se passait donc dans un carnaval où il y avait un peu les freaks, etc. Ouais, comme Freaks. Et la série est basée là-dessus, et c'est très, Ok. très, très lynchien. Mais D'accord. vraiment, vraiment très lynchien. Il y a Legion. Legion. Ah la oui. série, Ouais, qui se la joue un peu. qui se la joue vachement, artsy-fartsy, qui se la joue vachement Twin Peaks sur ok. les bords, que tu sens que, tu sens que le Lynch est là, quoi. Et, en dernier, last but not least, The Sopranos. Ouais. Les Sopranos, dont je parle dans chaque épisode de tous mes podcasts. Essentiellement, si vous voulez un exemple, le plus gros exemple que je peux vous donner par rapport aux Sopranos, c'est que dans chaque saison, il y avait un rêve, il y avait un épisode rêve, et il y a même une saison où un personnage est dans le coma et on le suit. C'est le dernier épisode de Twin Peaks. Il est dans le coma et dans son coma, il s'imagine être un mec qui s'appelle Kevin Finnerty. Ok. Et qui vend des trucs de climatisation. Ok. Et ça n'a rien à voir avec tout le reste de la série. Et tu suis Kevin Finnerty, et en fait d'un seul coup tu suis plus le personnage, tu suis Kevin Finnerty. Ah, c'est marrant. Et ça c'est totalement Twin Peaks, et David Chase, le créateur de la série, n'arrête pas de le dire. Et quand The Return est sorti, il avait même fait, alors qu'il fait pas beaucoup d'interviews, il avait même fait une interview juste pour dire David Lynch c'est le meilleur, on fera jamais mieux, on fera jamais mieux. Et voilà, j'imagine qu'il y a des tonnes d'autres exemples. Oui. Mais en tout cas là, Évidemment. ceux qui nous viennent en tête, c'est ceux-là. Je sais pas pourquoi j'aurais envie de dire un peu Atlanta. Oui. Oui. Juste parce que la série s'autorise des choses. Il y a un peu comme The Return des fois. il y a des épisodes où par moment il y a du Lynch. Quelqu'un qui va se paumer en forêt va rencontrer quelqu'un de très bizarre. Ou l'épisode avec Michael Jackson. Ouais, l'épisode avec Michael Jackson. Atlanta est un peu un enfant de Twin Peaks quelque part sur certains Non, c'est aspects, vrai ouais. maintenant que tu le dis. Ouais. Et enfin, Fabrice, vous devez savoir ce que l'on pense des 2 albums de David Lynch. Ah, Donc, eh oui. Insane Clown. Non, pas aussi, non. Pas si. Non, c'est Crazy Clown Time, je crois, un Je sais truc comme ça. Je sais même pas Je crois que c'est Crazy Clown Time. je crois que c'est un Non, truc c'est comme ça, ça. c'est Crazy Clown Time. Et puis The Big Dream. Et The Big Dream. Moi qui ai Crazy Clown Time, c'était à une époque avant que j'avais vu Twin Peaks, mais Lynch, je connaissais pas, je m'en foutais, quoi. Mon cousin Mehdi m'avait ramené ça pour mon anniversaire, je crois, il m'avait donné le CD. Et il m'a dit, tiens, toi t'aimes bien David Lynch, toi. Je fais, bah non, j'en sais rien. Et j'ai écouté l'album, j'ai vachement bien aimé, c'est ça qui m'a mis, en fait, c'était t'imagines, ma porte d'entrée de Ah, David la vache. Lynch, c'était la musique de David C'est Lynch. très, C'est vraiment- si je peux me permettre, ça fait très égocentrique comme truc, mais c'est très moi, Ouais. comme manière de découvrir un truc. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment, l'un de mes 1000 défauts, c'est, on me dit, regarde ça va te plaire, et je vais pas regarder ce truc, mais je vais tomber sur un truc hyper anecdotique de la même personne qui fait le truc, et c'est là où je vais accrocher. Non, mais il y a 1 milliard de trucs que je t'ai dit de regarder. Oui. J'y viendrai un jour. Non, et tu me regardes comme si je t'insultais à chaque fois. Comment ça, je vais regarder un truc que tu me dis de regarder? Tu sais qui je suis? Non, mais malheureusement, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à aimer un truc si j'y suis pas arrivé tout seul. Mais oui, non, c'est marrant comme porte d'entrée, parce que Crazy Clown Time, c'est une sorte de rock and roll avec beaucoup de reverb, et David Lynch qui fait des
des voix bizarres en fait. Heureusement que tu m'as écouté, t'aurais jamais regardé The Return par exemple, tu vois. Oui. Ça t'aurait été triste. Parce que moi, The Return, j'ai regardé un épisode et j'ai dit, Dorian, il aimerait bien. Et c'est oui. Bah oui. Alors que la série originale, je me suis pas forcément dit en la regardant, Dorian, il aimerait bien. C'est vraiment en regardant The Return que je me suis dit ça. Ouais, bah oui. Juste avant qu'on passe à autre chose. Non, on passe pas à autre chose, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste dire que autant Crazy Clown Time me parle pas trop, autant The Big Dream, je l'aime vraiment beaucoup. Même si c'est un peu un mood tout le long de l'album. Ah, mais c'est du Lynch, hein. Ouais, oui. C'est la même musique c'est le même genre de musique qu'on entend dans Firewalk With Me, qu'on entend dans... Ça, c'est plutôt Thought Gang. Non, si. Non, moi, je te parle de The Pink Room, de la musique qui déchire quand ils sont dans la musique qu'il y a dans ça Pink ressemble. Room, on dirait l'artiste The Caretaker, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Je connais Undertaker, mais... Ouais, bah, non, The Caretaker, c'est un gars qui fait de la musique et qui a sorti plusieurs albums qui sont sur le même concept où en fait le thème en fait de ces albums c'est la perte de pied vis-à-vis de la réalité quand tu vieillis, donc le dementia, la démence, j'imagine. Et en fait, c'est beaucoup de musique très jazz années 30 lent. C'est pas ça, moi. C'est pas ça que tu penses? Mais non, The Pink Room, c'est une sorte de rock qui fait... Ah oui, pardon, oui. Ah, excuse-moi. Et ça ressemble beaucoup aux albums de Lynch. Ah oui, ça oui, carrément. Ouais. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup The Big Dream, je l'ai en vinyle et j'aime bien les deux albums, je trouve que il y a genre facile 2-3 bonnes chansons dans chaque album, mais le reste c'est pas non plus, tu vois, il y a pas de quoi se taper le cul par terre. Mais par contre, quand les chansons sont bonnes, c'est bien. Ouais. Mais il faut se dire un truc, il faut aimer avoir un mec qui chante avec une voix de canard pendant tout le truc, quoi. Oui. Et vraiment comme ça vraiment, je sais qu'il y a des gens, ça passe pas du tout. Bah, Pacôme, je crois, par exemple, même Charlotte, Pacôme, à chaque fois qu'on parle de la musique de Lynch, il rigole, tu vois. Ouais. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas du tout leur cam, quoi. Et je peux comprendre. C'est vraiment spécial, quoi. Encore plus spécial que ces films, j'ai l'impression, tu vois. Parce que tu peux te dire que dans ces films, tu pourras toujours trouver un truc pour quelqu'un. Tu vois, alors pour que une sa personne... musique, elle est rarement aussi accessible que ces films peuvent être accessibles parfois. Voilà. Ouais. Par exemple, une personne qui dit, tu peux dire à tout le monde, regardez Elephant Man. Ouais. Mais tu peux pas dire à tout le monde, écoutez Crazy Clown Time. Tu vois. Oui, non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, en tout cas, c'était sympa de répondre à toutes ces questions. Là, on devrait faire ça plus souvent quand on n'a pas de... J'ai envie de te reposer la question que je t'avais posée hors antenne quand même. Oui, tu m'avais dit qu'il y avait une question. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ma question, c'est tu peux choisir qui joue à la Roadhouse pour un soir à la fin d'un des épisodes de The Return, admettons. Qui est-ce que tu mets? Qui est-ce que tu veux voir jouer dans la Roadhouse? Qui irait avec alors pas nécessairement l'ambiance de Twin Peaks, mais en tout cas qui irait dans une œuvre de Lynch. Alors je vais te dire tout de suite Yves Duteil. Très bien. Un petit pont de bois. Ok, très bien, passons à autre chose. Eddie Mitchell, bien sûr. Peut-être Stéphane Escher. Dorian me regarde. Pardon. Je vais te tuer, putain. Non, moi je m'étais dit, il y a ce groupe français qui s'appelle La Femme qui fait de la musique un petit peu, c'est très péteux hein, comme musique, mais je trouve que ça pourrait très bien. C'est très parisien friqué. C'est très, ouais. Mais c'est bien. Mais je trouve que ça pourrait être très bien avec Au revoir Simone, tu sais. Oui. Dans le côté Au revoir Simone. Sinon, j'avais dit que mon rêve personnellement ce serait Radiohead. Voilà. Ouais. Ce serait trop bien. Ça pourrait marcher effectivement. Radiohead, je sais pas trop quelle chanson, dans quel genre. Ça dépendrait de l'épisode en fait, tu vois. Ça dépendrait du mood général de l'épisode et tu t'adaptes en partant de ça. Mais c'est vrai que Radiohead, Kanye West. Ok. Non, Kendrick, si je devais choisir, je choisirais Kendrick. En vrai, si on met un rappeur, moi je mettrais Tyler the Creator. Sufjan Stevens. Ouais. Si on fait juste guitare avec lui, ouais. Moi j'y mettrais pas mal de meufs en fait. Je mettrais certainement, bon là on est sur du métal alternatif machin, mais qui irait quand même vraiment bien je pense avec l'univers de Lynch, soit Chelsea Wolfe, soit Emma Ruth Randall, ou Lingua Ignota qui a sorti la semaine dernière une reprise de Wicked Games qui est très Lynchienne et Twin Peaksienne, puisque cette reprise elle sample la Trénodie pour les victimes d'Hiroshima.
De l'épisode 8. Ouais, qui a au moment de l'explosion atomique de l'épisode 8 de The Return. Voilà, moi j'y mettrais ces 3 meufs. Je suis allé pour des groupes un peu plus connus parce que après les auditeurs ils vont nous regarder genre quoi. Eh ben ça fait des recommandations musicales, c'est bien. Mais je te seconde à fond pour Radiohead, effectivement, des morceaux un peu étranges qu'ils auraient post Kid A, il y a de quoi faire, je pense. Rien que Pyramid Song irait très bien avec Twin Peaks par exemple. The Cure. Ouais, The Cure. New Order, ça existe plus, donc je peux pas dire New Order. David Byrne, ouais, pourquoi pas. David Byrne, mais ouais. Il vient avec son orchestre et tout, pieds nus, il change de costume à la moitié. Ouais, ce serait vraiment pour un épisode joyeux, hein, parce que. Ouais, c'est vrai que David Byrne, c'est souvent des chansons. Ouais. Il est toujours très jovial, même s'il parle de trucs pas jovial. Voilà, c'était ma petite question. Non, ouais, très bien cette question. N'hésite pas si t'en as d'autres dans les prochains épisodes. Je les poserai. D'un seul coup, t'as une question. Nous, on va faire une petite pause. Là, on va partir en vacances. On va aller recharger les batteries parce qu'on a fait pas mal d'épisodes dernièrement. Je vais finir mon projet de diplôme, essayer de ne pas mourir. Voilà. Aspiré par After Effects. Donc, on revient courant septembre. On sait pas trop encore. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Nous sommes disponibles sur Spotify, sur SoundCloud, Apple Podcasts et Deezer. Et surtout, mettez-nous un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir, t'as vu? Ça fait toujours plaisir à la famille, effectivement. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Ouais, parce que cet épisode, c'était pas le plus... j'ai même pas de mots. On est en train de fondre totalement. Ouais, en fait, on est en train de fondre. Mais vraiment. Mais c'était très on cool est enfermé dans une pièce et il y a le truc avec le néon là qui est en train de chauffer. Et, ouais, je crois. L'ordinateur qui doit bien chauffer aussi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez été super, vraiment nombreux à avoir rejoint l'aventure Lynch Planning depuis qu'on l'a reprise avec Dorian. Depuis le pilote de Twin Peaks. On approche de la fin de la filmographie, puisque dans le prochain épisode, on va faire Mulholland Drive, et dans l'épisode d'après, on va faire Inland Empire, et ensuite, on aura fini la filmographie de Lynch, ce qui voudra dire que le podcast s'arrête. Non, je déconne. Ce qui voudra dire qu'on va faire Twin Peaks The Return. On en a discuté et on pense que plutôt de se taper 18 semaines d'affilée de podcast non-stop jusqu'à ce qu'on finisse par se taper sur la gueule, on va faire 2 épisodes par épisode, un peu comme on avait fait dans la saison 2. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, les épisodes dureront la durée qu'il faudra. On aura toujours des choses à dire. Enfin, ce sera... Ouais. Voilà. Et ouais, c'est cool. Voilà, avant de faire The Return, on va faire Secret History de Mark Frost aussi. Et comme ça, on parlera enfin des bouquins Twin Peaks parce que ça fait depuis le début qu'on dit on va le faire, et au final on le fait pas. Donc là, c'est promis, on va le faire. Dorian, bon courage pour tout. J'espère que merci. J'espère que tu vas revenir officiellement graphic designer. Ouais. Bof. Non, mais que ce sera sur le chèque, tu vois, que ce sera marqué sur le chèque. Oui, voilà. Oui. De toute façon, je suis officiellement freelance ce mois-ci et j'espère me trouver un taf. On peut te suivre Dorian TWP sur. C'est ça, pire hâte, mais c'est exactement mon sur Twitter et sur Insta aussi. Oui. Sur Insta où tu postes un peu tes derniers trucs. Oui, je vais dès que ce sera possible, je posterai vraiment sur quoi je bosse depuis 3, 4 voire 5 mois. Et ouais, si vous aimez bien ce qu'il fait pour les podcasts, il a fait d'autres trucs, hein. Il a fait plein de posters et plein des jaquettes de DVD. Et surtout une jaquette de DVD Batman v Superman. C'est surtout celle qui m'a marqué, ça. Et dans le style de Criterion. Voilà. Essayé. À la prochaine tout le monde. Salut. Salut.
Bye.